Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. L'enregistrement se déroule le jeudi 13 novembre 2025. Et comme toutes les 2 semaines, j'accueille Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast où effectivement l'actualité est assez brûlante, hein, notamment sur les marchés financiers. On va y revenir, hein, puisque après des records historiques sur les différents indices, on voit que ça se calme un petit peu. La thématique IA est un petit peu remise en question au niveau notamment des valorisations. On va y revenir. Ensuite, en deuxième partie, on va parler des PMI, hein, donc les indices d'activité donc dans le monde. Et pour terminer, on va terminer par la France, comme j'avais de dire à chaque fois, pour voir un petit peu les dernières actualités. Alors, on va démarrer tout de suite. Du coup, on a pris un chart du Nasdaq pour démarrer. On commence par les marchés boursiers, hein, une fois n'est pas coutume, mais effectivement, vous nous l'avez demandé, donc on le fait pour vous. Donc, ce graphique, Marc, est très intéressant parce qu'on regarde l'évolution, hein, sur les 4 dernières années et on voit que, bon, déjà, il y a une volatilité certaine, hein, sur l'indice Nasdaq Composite, mais quand même, depuis le 28-12-2022, donc depuis quasiment 3 ans, un petit peu moins de 3 ans, l'indice Nasdaq progresse de 130%. Donc c'est En effet, considérable. Et d'ailleurs, depuis le 8 avril, on est sur une hausse de 53%. Donc ce sont des performances qui sont quand même considérables. ouais, complètement, c'est un graphique que j'utilise souvent d'ailleurs pour bien montrer cette envolée permanente, j'ai envie de dire, du Nasdaq. Alors c'est vrai Mm. que on dépasse les précédentes bulles, que ce soit évidemment Internet ou même de la première bulle du numérique. Là, c'est l'IA qui évidemment flambe. Donc on voit bien le petit coup de semonce, hein, qu'on avait eu il y a quelques mois, en avril, rappelez-vous, après avec les menaces de Donald Trump. Finalement, ça a redémarré très fortement. Et donc là, 130% d'augmentation, c'est la bourse évidemment qui progresse le plus, mais on voit que ça se stabilise un petit peu. On est Mm. sur un marché qui reste particulièrement cher. Et donc, c'est pourquoi je vous ai mis ensuite justement les valorisations, hein, ce qu'on appelle les price earning ratio. Je vois que c'est le graphique suivant. Voilà le tableau suivant, tout à fait. Alors, pardon. Où justement on voit ici donc les valorisations. Donc, il y a évidemment la superstar qui est Nvidia. On avait plus de 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Là, on est rebaissé un petit peu vers les 4000, 4700. Mais surtout le PER, c'est-à-dire ce qu'on appelle le price earning ratio, ça veut dire la capitalisation boursière par rapport au profit. Donc, en fait, combien d'années de profit faut-il pour justifier la valeur boursière? Donc là, un niveau normal, on va dire, c'est entre 12 et 16, allez, pour faire large, Mm. avec sur toutes les valeurs qu'on va voir, on est largement au-dessus. Bien sûr, Nvidia, donc un niveau de 55. On a Apple ensuite, qui était l'ancienne superstar, bon voilà, qui est rétrogradée, mais qui reste quand même à plus de 4000 milliards de dollars de valorisation, un PER de 37, Microsoft 36. Alors là, Google Alphabet, c'est intéressant parce que là aussi, ça a bien remonté dans le classement. On a Amazon aussi, donc toujours là aussi un PER élevé. Alors Meta, Facebook qui a bien baissé, mais néanmoins là aussi le PER était à 28. Et alors après, là, on a sur des PER complètement fous. Évidemment, Mm. Tesla, dont la valeur a pourtant baissé, mais qui malheureusement les profits ne sont pas à l'aune. Donc on a 301, oui, 301 années de profit pour justifier la valeur de Tesla. Et évidemment, la nouvelle, entre guillemets, superstar, du moins depuis quelques mois, à Palantir, la 444 de PER. Donc ça montre bien que quand même des valorisations qui sont extrêmement élevées. Alors c'est sûr que c'est certainement l'avenir. Elles ont là aussi un potentiel de Mm. hausse si elles continuent à être actives sur un marché en quasi-monopole finalement, hein, du moins dans le Oui. monde occidental. Mais néanmoins, il faut quand même, ça appelle à, je dirais, à prudence, hein. Même si on Oui. voit, ça y est, Donald Trump on est en train de sortir du shutdown aux États-Unis. C'est le plus grand shutdown, plus de 40 jours de shutdown aux États-Unis, donc d'arrêt de l'administration américaine. Là, ça y est, ça se calme. Donc les marchés pourraient un petit Mm. peu booster grâce à cela. Mais quand on regarde la valorisation effectivement des grandes entreprises américaines, on est quand même sur des niveaux extrêmement Alors chers. Donc justement, prudence pour les prochains c'est mois. c'est intéressant parce qu'effectivement, Tesla et Palantir, on va les mettre dans un autre panier parce que là, on est sur des valorisations. On voit qu'on est vraiment survalorisé pour ces deux sociétés. Ensuite, pour le reste, alors Nvidia qui est à 55, quand même, on est quand même au-dessus, mais on a vu qu'Nvidia a quasiment doublé, hein, depuis le mois d'avril. Mais après, en moyenne, dans la tech, il faut dire que la moyenne des PER dans la tech, on est entre 25 et 30. Donc, on va se situer effectivement un peu au-dessus pour Apple ou Microsoft, mais après, on est un peu dans la moyenne. Mais effectivement, quand on regarde au regard des capitalisations boursières, on voit qu'on est quand même sur des capitalisations boursières qui sont
historique. Nvidia représente par exemple une fois et demie le CAC 40, l'ensemble des 40 valeurs du CAC 40. Donc c'est quand même aussi là aussi où ça interpelle. Ouais, complètement. Et puis donc, bon, encore une fois, hein, sur le long terme, les Mm. marchés boursiers sont toujours porteurs, mais à court terme, il y a quand même pas mal de risques. Alors j'en Voilà, ai identifié 10, hein, il y a 10 risques voilà. ici. Alors on va les lister très rapidement, mais on en parle régulièrement. D'abord, la croissance mondiale, on le verra tout à l'heure, c'est vrai qu'elle va un peu mieux, mais ça sera autour des 2,8%, 3% de croissance cette année et l'an prochain, alors qu'on a une croissance mondiale de l'ordre de 3,5% au cours des 40 dernières années, donc c'est un petit peu moins bien que la moyenne, c'est-à-dire un peu moins de profit à venir. Deuxième danger, bien sûr, la guerre commerciale, elle est toujours là, ça se calme par moment, et puis évidemment, il y a des sorties de Donald Trump qu'on ne peut pas prévoir, donc là aussi, ça peut faire un petit peu bouger les marchés. L'inflation qui est toujours conséquente, hein, notamment aux États-Unis, on est toujours autour des 3% d'inflation, et donc ça veut dire qu'à cause d'un risque inflationniste élevé, eh bien, les taux d'intérêt monétaires ne pourront pas baisser. Dans la zone euro, c'est quasiment terminé, hein, je pense même terminer complètement la baisse des taux, peut-être également aux États-Unis, peut-être une dernière comme ça pour le fun, hein, comme on dit, pour faire plaisir à Donald Trump, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Si on liste les autres risques, évidemment, Oula, donc là pardon. aussi, on voit qu'on a des Mm, difficultés sur les dettes publiques, mm, évidemment, aux États-Unis, mais aussi en France. Donc on peut avoir une nouvelle crise mondiale des dettes publiques qui arrive. Donc ce qui veut dire que là aussi, les taux d'intérêt des obligations d'État risquent de monter, voire un mini-crack obligataire, ce qui pourrait là aussi générer une tempête sur les marchés boursiers. Septième risque, si on a un mini-crack obligataire, ben, toutes les banques, comme elles détiennent beaucoup d'obligations, eh bien, à ce moment-là, elles vont devoir valoriser la baisse du cours des obligations. Donc, il y a également un risque bancaire qui peut arriver, qui se matérialise partout, et notamment aux États-Unis et en Europe également. Alors, plus ce qui se concerne la France, on va en parler tout à l'heure, on a une crise sociétale, politique assez dramatique qui n'arrête pas, hein, qui continue malheureusement. Pour l'instant, les marchés ne veulent pas trop voir, mais ça pourrait faire mal et pourrait même avoir une crise existentielle de la zone euro. Et puis, évidemment, dernier risque, là qu'on ne maîtrise pas, personne ne peut le maîtriser, ce sont les risques géopolitiques. On espère qu'on va éviter évidemment la Troisième Guerre mondiale, mais c'est vrai que mm. globalement, il y a quand même des risques géopolitiques qui sont là, qui donc pourraient peser évidemment sur les marchés boursiers. Donc, ça veut dire que pour la fin de l'année, prudence quand même, attention, là on a des valorisations qui sont très, très élevées, donc il faut rester prudent et peut-être voilà, prendre ses bénéfices en attendant que Mm. justement certains de ces risques s'amoindrissent au cours des prochains mois. Non, mais justement, c'est très intéressant les risques hein, que tu as noté, Marc, hein, puisqu'effectivement, on voit que vraiment on est dans un monde où l'incertitude domine, notamment en raison de ces risques. Et malgré cela, on a vu qu'on a des marchés qui ont fortement progressé un peu partout cette année en 2025. Et par conséquent, à l'aune de ces risques, on peut imaginer que 2026, ben, ça sera un petit peu compliqué pour les marchés. Même si, là, on va passer à la partie suivante. Sur les PMI, on est plutôt sur une tendance qui est plutôt positive hein, sur les PMI monde. Voilà, tout à fait. C'est le chiffre qui vient de sortir donc sur le mois d'octobre. Mm, Les directeurs d'achat, donc indice PMI, ça veut dire donc des directeurs d'achat. Composite, ça veut dire tout secteur confondu. Et monde, donc là, on remonte à 52,9. Hein. C'est bon, on s'y attendait pas. Donc c'est un plus haut depuis juin 2024. Enfin, c'est un plus haut depuis août 2025, mais ensuite juillet 2024. Donc bon, ça veut dire que c'est quand même des bons niveaux. Vous voyez que là, c'est la courbe bleue et, si et les petits bâtonnets gris, c'est la croissance. Donc on voit que, vous voyez, on va vers un niveau de 3% de croissance mondiale. C'est plutôt pas mal. Mais bon, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est moins que la moyenne. Alors, quand on regarde le détail effectivement des chiffres, là aussi, où sont les pays qui tirent la croissance mondiale, eh bien, voilà, ça, ce sont les prévisions. Donc, 2,8% de croissance mondiale cette année. Donc, ça ralentit par rapport à 3,2% l'année dernière, mais ça reste quand même relativement correct. Donc, si justement on regarde maintenant les tableaux sur les différents pays, on voit, ben, on a toujours l'Inde qui est la locomotive de la croissance mondiale, l'Espagne, États-Unis, Singapour, l'Arabie Saoudite également, mais également les Américains. Vous voyez, malgré le shutdown, ça résiste bien. On est sur un plus haut depuis juillet 2025, donc c'est plutôt pas trop mauvais. Donc ça montre bien que on a une résistance. Après, on a les pays, on va dire ce qu'on appelle voilà la moyenne, hein. C'est-à-dire que alors il y a une bonne surprise, c'est l'Allemagne. C'est vrai qu'on s'y attendait pas là aussi. L'Allemagne qui redémarre, qui pourtant allait très mal. Également la zone euro, vous voyez 52,9. Enfin, je vous rappelle l'enquête, hein, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est l'activité qui baisse. Donc, à partir de 53, c'est quand même une bonne croissance. Donc là, vous voyez, l'Allemagne, par exemple, ou même l'Italie, ont une croissance sympathique. Le Royaume-Uni, ça va mieux également. Et puis alors, pour terminer, évidemment, on a malheureusement les lanternes rouges. Donc la Chine, ça c'est quand même inquiétant. La Chine qui ralentit, hein, malgré tout. Donc il y a un effet, euh, je dirais, droit de douane qui commence à jouer. Puis surtout la demande intérieure qui n'est pas bonne en Chine. Donc ça ralentit. Donc, et ouais, un plus bas depuis juillet 2025. Mais surtout, c'est
on a une situation de croissance molle. Le Japon, pareil. Le Canada va mieux. La Russie, c'est deux pays qui étaient dans le rouge le mois dernier, qui redémarrent. Et puis par contre, voilà, il y a les pays qui ferment la marche, l'Afrique du Sud, le Brésil et, ça c'est très triste pour nous, la Mm. France, qui retrouve son rôle de lanterne rouge de l'économie mondiale. Jusqu'à présent, pendant pas mal de mois, il y avait le Canada qui était derrière nous. Donc on remercie nos amis canadiens qui nous écoutent. Puis là, ça y est, ben voilà, eux, ils commencent à redémarrer, puis nous, on continue de plonger. Et là, évidemment, la crise politique qui se joue aujourd'hui ne va pas arranger la situation. Donc c'est vrai que c'est triste de voir cette situation française qui est en train de se déliter et qui est donc en train de devenir extrêmement dangereuse. Oui, effectivement, c'est assez triste hein, de se voir dernier du classement comme ça. Donc malheureusement, Alors, on était souvent avant-dernier ou avant-dernier, avant-avant-dernier, oui. hein. Bon, là, on est vraiment dernier, mais Ouais, ça fait déjà un an quasiment. Alors, ce qui est amusant, c'est que, ça, c'est la troisième partie, on va en parler. Et Mm, malgré ces chiffres, on a eu une croissance voilà, qui a redémarré en oui. Alors, oui, non, j'allais terminer, évidemment, avec les prévisions de croissance. J'y reviens pas parce que je les ai évoquées dans le webinaire, mais mm, voilà, ça nous conforte dans nos prévisions. Donc, pour 2025, 2% de croissance aux États-Unis, 1,2 dans la zone euro. On a révisé à la hausse hein, dans la zone euro. France, à peu près 0,6% avec une baisse du PIB au quatrième trimestre. Et puis voilà, Chine, Inde, Chine 5%, Inde 7% de croissance, et c'est quand même des bonnes performances. Et donc le Royaume-Uni autour des 1%. Voilà. Donc voilà ce qui va faire cette croissance mondiale cette année. On aura des chiffres à peu près identiques pour 2026. Donc ça restera une année difficile, encore une fois, pour la France et la zone euro. D'autant que, bon, si on va voir maintenant, on a les chiffres du chômage qui viennent de sortir, qui sont assez mauvais d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu voulais. Voilà. Ça, c'était le miracle de Noël, effectivement, du troisième trimestre en France, une croissance de 0,5%. Donc, tous les indicateurs avancés montraient une baisse du PIB ou une stagnation. On avait plus 0,5. Même la Banque de France a dit, écoutez, on ne comprend pas ce chiffre. Même le mm, ministre de l'économie de la France hein, a mm, dit, c'est un chiffre remarquable. Ça veut dire, en langage codé, ça veut dire on ne comprend pas très bien comment on a pu arriver mm, à cela. C'est a priori pas mal de ventes d'Airbus, etc. Mais la demande intérieure, on est toujours proche des zéros, voire en légère baisse. Donc, ce qui explique la dichotomie entre ces chiffres et puis le ressenti du quotidien, et puis les indicateurs des directeurs d'achat, qui sont évidemment particulièrement mauvais. Mais par contre, il y a un chiffre sur lequel on ne peut pas tricher, c'est le chômage. Et là, évidemment, on a eu donc là, les chiffres d'Eurostat, 7,6%. Et ce matin, on vient d'avoir les chiffres de l'INSEE, du troisième trimestre. On est même à 7,7% de taux de chômage et à quasiment 17% de taux de chômage, toutes catégories confondues. Donc c'est pour montrer que la situation est quand même très très grave en France sur le chômage. Donc on comprend bien que ce chiffre de la croissance, s'il y avait une vraie croissance, le chômage baisserait. Or là, on a une croissance apparente, mais le chômage augmente, et qu'on est même au-dessus de la zone euro. On est à 16,3% de la zone euro, 7,6% en France, et donc 7,7 par 7,7 si on regarde les chiffres de l'INSEE qui sont sortis ce matin sur le troisième trimestre. Donc c'est quand même particulièrement mauvais, et ça montre bien que la situation française est très compliquée. mm, Voilà, on a effectivement le chômage pour l'Union européenne, la France toujours mm. cinquième, donc derrière l'Espagne, la Finlande, la Suède, la Grèce, donc la France 7,6%. Et alors, ce qui est Et assez incroyable, c'est que les perspectives de chômage, on le voit ici, hein, selon l'enquête INSEE, on pourrait avoir un taux de chômage qui va monter à 9% en France au cours des prochains mois, donc ça reste là aussi particulièrement dangereux, particulièrement inquiétant. Donc voilà, tout ça on ne le voit pas pour l'instant dans les chiffres, on fait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, on voit évidemment la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais encore hier BFM TV là, pour un peu commenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est la foire d'empoigne, quoi. mm, Ça fait de la peine de voir où nous sommes arrivés aujourd'hui en France. C'est un chahut, c'est un brouhaha. Ce n'est vraiment pas sérieux, comme je le dis souvent sur mon mhm. t-shirt. Là, on est en plein dedans. Et si on regarde, parce qu'il y a eu quand même un scandale d'État incroyable en France qui s'est produit, je ne sais pas si tu veux regarder le slide suivant, Mm. Antoine, sauf si tu as des questions sur ça, voilà, c'est que dans les déficits publics, on se rapproche des 6% du PIB et cette année et l'an prochain. Donc on est très très loin évidemment des annonces du gouvernement. On est sur une situation où notre dette va encore flamber à plus de 120% du PIB l'année prochaine. Bon, encore une fois, c'est particulièrement triste, particulièrement dangereux. Et je vous rappelle que les députés ont voté 53 milliards d'euros d'augmentation des impôts pour 2026. Enfin, on est le pays numéro un du monde des impôts et on veut Ouais, encore on va le augmenter. rester. Évidemment, c'est Et- particulièrement dangereux. Si on regarde le dernier point mm, sur la France, je pense qu'il y a aujourd'hui effectivement un scandale d'État avec
qu'a dit Bruno Le Maire là, il y a quelques jours, en disant que en fait, il a masqué les chiffres, c'est-à-dire que globalement, il a alerté Emmanuel Macron, etc. en 2024. Et si vous vous souvenez, hein, on se fait déjà des vidéos ensemble. J'avais Hmm. évoqué à l'époque que oui, l'objectif du déficit public n'avait aucun sens, hein, et qu'on serait à 5,7%. Et on brillait au nez, on dit mais non, c'est pas possible, tout va bien, on fait confiance au gouvernement. Et ensuite, évidemment, il y a eu un dérapage, quasiment 50 milliards d'euros de dérapage des comptes publics en 2024. Hmm. Et quand on pose la question à Bruno Le Maire, d'où vient, où a été cet argent, il nous dit, ah, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. C'est incroyable. Mais Donc voilà, là, on a mis, est-ce que lui-même le sait? C'est pas forcément sûr, ah hein. oui, mais bon, il était quand même ministre de l'économie, donc si le ministre de Ben, l'économie ne sait pas, si un pays comme la bien sûr, France, mais bon, si un pays comme la France dérape de 50 milliards d'euros de déficit public, hmm. par rapport à ce que dit son ministre, encore une fois, ou ses dirigeants, c'est qu'il y a un problème. Et Ouais, c'est donc, sûr. moi, je suis quand même très inquiet parce que, ouais, que bon, la France, c'est pas un pays émergent, enfin, pas encore, peut-être ça va Hmm. le redevenir, je sais pas, mais tu vois qu'on a de tels dérapages sur les comptes publics sans qu'on sache d'où ça vienne. Encore une fois, en Ouais. fait, on le sait, mais on ne veut pas le dire. Donc, c'est ce qui fait que là aussi, ça Hmm. devient très dangereux. Donc, alors, tu vois, pour conclure sur les marchés, là aussi, on voit bien que Ah. le taux d'intérêt des obligations d'État, pour l'instant, ça bouge pas trop. Tu vois, la réforme des retraites a été donc balayée. Finalement, Hmm. ça bouge pas trop. Donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant, c'est en train de se passer. On vit dans le monde des bisounours, mais il y aura tôt ou tard une sanction. Donc, soyons quand même très, très prudents sur la France, malheureusement. Mais je pense qu'il faut toucher le fond de la piscine pour ensuite pouvoir redémarrer. Alors, après, justement, ce qui est intéressant, mais on en parle souvent, c'est que il y a d'un côté l'économie, puis de l'autre les marchés. Et puis quand on regarde effectivement le CAC 40 qui aujourd'hui même, ce matin même, fait un nouveau record historique qui dépasse les 8 300 points. On voit qu'effectivement, il n'y a pas du tout enfin, j'allais dire de corrélation entre économie et marché, parce que effectivement, ce qui tire le CAC, c'est le marché du luxe, c'est LVMH qui prend 10% en quelques séances. Donc effectivement, on peut pas lier, je dirais, le CAC 40 avec l'économie française, puisque 80% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC proviennent de l'étranger. Ceci étant, il y a bien un moment où on va être rattrapé par la réalité économique, et souvent les marchés sont rattrapés par la réalité économique à un moment donné, et ça peut faire mal, ça pourra faire mal. Mais pour l'instant, en tout cas, tout va bien sur les marchés français. Oui, tout à fait. La clé, hein, je l'ai souvent dit, ce sera les taux d'intérêt des obligations d'État. Oui, tout à fait. Tant que pour l'instant, on reste voilà, 3,40, Mm. ça tient. À partir du moment où effectivement, on va monter à 4, 4,5, voire 5, alors Ouais. là c'est là où ça va déraper. Même les marchés boursiers, même si effectivement, comme je le dis souvent, 80% des Mm. profits des entreprises du CAC 40 et même du chiffre d'affaires sont faits à l'étranger. Donc la France, c'est un micro-marché pour les entreprises du CAC 40. Mais Mm. là, il y aura quand même une sanction parce qu'il y aura une crise de confiance. Donc, il y aura finalement, et moi je pense que la France peut générer cette crise pour l'instant, on gagne du temps, c'est ça qui est incroyable, c'est que les investisseurs ne veulent pas voir la réalité. C'est Mm. vraiment, on se dit non, non, mais tout va bien en France. On se souvient, regarde les formes des retraites, il y a eu des manifestations, des grèves, etc. pour que ça passe. On dit si ça passe pas, ça sera l'effondrement. Finalement, c'est passé. Maintenant, ça y est, on la met de côté. Et finalement, il n'y a pas de réaction Mm. sur les marchés, notamment obligataires. C'est très, très surprenant. Donc voilà, il faut patienter. En tout cas, nous, on se doit de dire la vérité, on se doit de dire la Oui. réalité. C'est ce que vous nous demandez. Donc, on est là pour vous, bien entendu, pour répondre à vos questions. Donc, merci de votre fidélité et continuez effectivement à nous poser des questions et on y répondra puisqu'on est là pour ça. Voilà, et pour terminer, en tout cas, garder des liquidités, hein. Bien sûr, il faut garder des liquidités parce que si à un moment donné, les marchés baissent ou même chutent, eh bien, c'est toujours important d'être en cash. Voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement, s'il faut bien le préciser. Ouais, je fais mieux de le dire. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, les amis. Bonne Et continuation et ouais, voilà, portez-vous bien. et on se voit sur Investir Day le 25 novembre. À Avec grand bientôt. plaisir. Salut, Bye. ciao.